Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez dormi correctement et que la gueule de bois n'est pas trop grosse. Mais bon, normalement, vous êtes des fans du Barça, donc forcément, vous avez été affectés par ce qui s'est passé hier soir, alors qu'on devrait débriefer, analyser à froid avec des séquences intéressantes, avec voilà 2-3 actions qui ont fait plaisir, avec le but de Lamine Yamal qui est extraordinaire pour un premier but en Ligue des Champions. Imaginez un petit peu la chose. Dans 10-15 ans, comme on le fait pour Messi ou CR7, j'espère qu'il suivra leur trace, mais imaginez que dans 10-15 ans, quand on fera le bilan des buts, les compilations et le premier but de Lamine Yamal, on va tomber sur ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. On aurait dû analyser ce match-là avec des séquences comme je le fais après chaque match du Barça. Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque le Barça a passé son temps, 80 minutes, je le rappelle, à défendre en infériorité numérique. On va juste du coup parler des déclarations d'Hansi Flick après la rencontre. On va quand même, je pense, un petit peu décortiquer une ou deux actions dont le but de Lamine Yamal. On va parler évidemment de Ter Stegen qui forcément a fait tâche et de sa déclaration d'après-match parce qu'il s'est exprimé, Ter Stegen, sur l'erreur avec Eric Garcia. Bref, voilà, je suis dégoûté parce que tous les clubs, mais vraiment toutes les équipes, les meilleures équipes européennes ont gagné. City a fait match nul avec l'Inter Milan, au moins ils n'ont pas perdu, c'est déjà ça. Pareil pour Arsenal hier soir, le PSG a gagné malgré leur bouillie. Bref, tout le monde a gagné, sauf le cancre de l'Europe, évidemment, le FC Barcelone. Donc forcément, la presse catalane du monde entier s'est foutue de la tronche du Barça. Mundo Deportivo qui parle d'erreur fatale. Quand j'ai fait la vidéo hier soir pour le débriefing, justement, je parlais, moi, mon avis, c'était que Ter Stegen était fautif à 100%. Avec du recul, mon avis n'a pas changé, absolument pas. Je pense qu'il est vraiment fautif à 1000%. Qu'Eric Garcia, écoutez, voilà, il a fait l'erreur de... Ce n'est pas un numéro 6, il n'a pas la qualité technique pour l'être et pour relancer sur une relance courte comme ça, plein axe de Ter Stegen qui avait des solutions. Et je persiste à dire que c'était vraiment instinctif de vouloir tenter un duel. Ter Stegen en a parlé justement en conférence de presse hier soir en disant qu'il avait eu un malentendu entre Eric Garcia et lui, qu'il regrettait car il en a été affecté. En parlant d'Eric Garcia qui a pris un rouge, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, mais c'est le football. Cette défaite fait mal, jouer 80 minutes à 10, forcément ça fait mal. Alors comme j'en ai parlé, ça se voit que oui, effectivement c'est un malentendu. On voit Eric Garcia sur l'action qui sent le marquage de Minamino et qui décide justement de changer de direction, de partir un peu vers la gauche, pile au moment où Ter Stegen, lui, décide de lui faire la passe. Là aussi, j'ai envie de blâmer Ter Stegen parce que dans le football, on le sait, c'est à celui qui a le ballon de voir et d'attendre que le joueur, le receveur, le destinataire soit démarqué pour lui faire la passe. Sauf que là, faire une passe à un joueur qui est marqué proche de toi et plein axe, c'est juste trop risqué et c'est stupide. Donc voilà, même si la passe avait été bonne, voilà, c'est pas Busquets. Busquets, forcément, tu lui fais une passe comme ça, il te fait une passe à ton coéquipier, à savoir Cubarsí ou Inigo Martinez en une touche de balle. Là, c'est plus compliqué. C'est pas Pedri non plus. C'est pas un joueur qui va se retourner comme Xavi à l'époque, comme De Jong. Et ça, justement, j'insiste sur le fait que Ter Stegen, il doit le savoir, il doit le sentir que, en tant que capitaine, savoir s'adapter à ses coéquipiers, c'est juste la base, en fait, primordiale. Ensuite, on a eu les déclarations d'Hansi Flick, qui était forcément dégoûté après la rencontre, mais j'ai envie de dire que ce match-là, cette défaite-là, c'est mieux qu'elle arrive dès maintenant, en fait. Et dans tous les clubs du monde, une défaite comme ça, normalement, tu en tires des leçons qui vont te servir pour la suite. Sauf que le Barça n'est pas un club comme les autres. On le sait que Ter Stegen, malheureusement, il est presque intouchable au club. Il est titulaire, capitaine, un contrat longue durée. C'est le plus ancien en plus. C'est le dernier joueur de l'effectif à avoir gagné la C1 encore en 2015. Donc c'est le plus ancien malheureusement. En plus il est allemand, donc il y a un lien naturel avec Hansi Flick. Est-ce que, on l'espère, que Hansi Flick sera assez courageux pour mettre sur le banc Ter Stegen? Oui, peut-être, mais au profit de qui? Ça va être une vraie question. Il y a des coachs qui sont assez courageux pour le faire. Ça existe, ça s'est déjà vu. Après, bon, c'est des grands coachs qui avaient une poignée, qui avaient du courage, une crédibilité, une aura, j'ai envie de dire. José Mourinho l'a fait. Il a écarté quand même Sani Casillas en 2013 au profit d'un gardien de but que personne ne connaissait à l'époque. Ça a payé, mais plus tard, ça a créé des polémiques. Ça a même, je pense, coûté la place de Mourinho à l'époque au Real Madrid. En tout cas, ça y a contribué. Et finalement, un an plus tard, ils ont pris la décima avec Casillas, qui n'était plus titulaire, malheureusement, pour lui. Mais ça existe. Il faut être courageux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant à Ter Stegen, naturellement. Même une Equipenia,
Nakepela, c'est léger, le frère. On l'a vu il y a 6 mois de ça, quand il était titulaire. Quand le gardien allemand s'est fait opérer, bah, on a vu que le Barça a largement souffert aussi dans les cages. Donc Ter Stegen out, oui, mais qui mettra sa place? Mais quoi qu'il arrive, hein, là, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop, le Barça continue de souffrir, de voir son travail réduit à néant comme ça à cause d'un fléau comme lui. Dans tous les clubs du monde, normalement, une défaite comme ça, elle te sert à gommer tes erreurs, à continuer à travailler et à enfin comprendre quels sont les derniers parasites de l'équipe. On a éjecté Sergi Roberto. Là, Ter Stegen, ça fait maintenant trop de matchs où on sait que son niveau moyen, chaque match de Ligue des Champions, il est capable de faire ce genre de boulette-là. On le sait que le prochain match, on n'est pas à l'abri d'une boulette encore une fois. Et même s'il ne fait pas de bêtises, encore une fois une boulette lors du prochain match de LDC, à cause de ce qui s'est passé là face à Monaco et de son passé en globalité, eh ben on a une défense du Barça et des défenseurs qui jouent différemment, qui sont un peu moins sereins. Ça, on le sait. Et pour regagner cette confiance-là, regagner cette sérénité-là, ça prend du temps, des matchs références. Sauf que des matchs références en LDC, il n'y en a plus depuis un bon moment qui pourrait rassurer l'équipe. Donc, on est condamné malheureusement à conserver cette défense qui ne sera pas totalement sereine à cause du passé et du passif de Ter Stegen. Et pour ceux qui me trouvent trop dur avec Ter Stegen dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé de son match. Pas de son erreur, de son match en intégralité, parce que même après l'erreur, c'est la preuve justement qu'il est quand même, je pense, atteint mentalement, qu'il y a un truc qui va pas, après tout ce qui s'est passé en Europe et tout, c'est que le match, plus il avance et plus c'était une catastrophe. Le deuxième but, le dégagement du point qui a failli finir en CSC, bref. Une disaster class comme on en a très rarement vu récemment pour un gardien de but de haut niveau. Là, on parle du Barça. Et donc, les mots de Hansi Flick qui m'a fait de la peine, comme je disais, qui semblait affecté par la défaite, c'est normal, après 5 victoires en Liga, qui disait quand même que malgré la défaite, eh ben, il a eu des choses positives. Et ça, je suis d'accord. La façon dont le Barça a défendu, il en a parlé aussi, qu'il a vu beaucoup de cœur, que le Barça a défendu avec passion. En gros, voilà, que l'équipe a vraiment ses données pour essayer de sauver un résultat. Malheureusement que l'équipe a fait trop d'erreurs et ça coûtait du coup 2 buts. Moi j'aime ce discours là parce qu'il dit justement l'équipe a perdu, le Monaco a mérité de gagner. Parce que c'est vrai en plus, et parce qu'il y a eu du positif. C'est ça qui est un petit peu rageant, c'est que le Barça aurait pu gagner, faire un hold-up et tout. La défense centrale a été relativement bonne, même si un petit peu de culpabilité sur le deuxième but, c'est vrai aussi. Le milieu de terrain, Pedri et Casado a été relativement bon. Les frères, il a été relativement bon, même si je trouve que les critiques ont été sévères vis-à-vis d'eux. Pedri et Casado, on le sait, c'est pas des joueurs dont la qualité première est de savoir défendre. Et pourtant, à 10, un milieu de terrain dépeuplé par l'absence d'Eric Garcia après 10 minutes de jeu, et ben ils se sont vraiment débrouillés pour se dédoubler. Ils avaient le rôle de numéro 6, 8, de numéro 10, en gros créateur, déstabilisateur, relanceur à la fois, face à des mecs qui physiquement étaient largement plus forts que. Donc oui, défensivement, ils ont souffert. Le but du 1-0, Pedri peut mieux faire. Le but du 2-1, la défense centrale est exposée en partie à cause d'eux aussi. Mais défensivement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de boulot à 10, en plus du fait que Rafinha n'a pas beaucoup aidé défensivement, alors que c'est le joueur qui a le plus de coffres physiques et de ressources athlétiques plutôt. Une petite chose qui m'a dérangé par contre, c'est quand Hansi Flick a avoué en conférence de presse d'après-match justement qu'il a remplacé Lamine Yamal en pensant au match de dimanche. Pour moi, c'est un message qu'à cet instant précis du match, quand il sort Lamine Yamal, Lewandowski, pour faire entrer en plus des joueurs beaucoup moins influents, c'est qu'il avait un petit peu abandonné l'idée de pouvoir remporter ce match-là et de gratter un point. Je comprends la volonté de protéger le meilleur joueur du club et tout, 17 ans, mais à ce moment-là du match, si tu fais ces changements-là, si tu envoies un message de « Ok, j'ai abdiqué », et ça me dérange un petit peu, même si c'est vrai à ce moment-là, l'espoir de revenir à de partout, il était presque de 0%. Mais après, on sait jamais, Lamine Yamal, on sait comment il est fort, il vient de marquer un but incroyable et tout, il n'a pas de pression, il est fatigué certes, mais tout le monde est fatigué aussi. On ne sait jamais sur une action. En parlant de lui quand même, on va revenir sur son but, qui est magnifique à Lamine Yamal parce qu'il mérite. Il mérite que j'en parle mieux que ce que j'ai fait hier soir sous le coup de l'énervement. C'est une action solitaire de grand crack, vraiment de grand crack. C'est un de ses plus beaux buts, je crois, depuis qu'il est professionnel, peut-être même le plus beau
après celui face à la France, là il est quand même tout seul, hein. Il se fait tout seul avec quand même, faut dire, la passe de Casado. Honnêtement, je pense que ça a été le meilleur joueur sur le terrain, Casado. Nous on aime ça en fait, voir un joueur placé comme il est à cet endroit du terrain là, pas de pressing sur lui, et ben il prend des risques en fait, il prend ses responsabilités, alors qu'on en a vu plein, des joueurs du Barça, Busquets, Frenkie de Jong et j'en passe, Rakitic symbole, des joueurs milieu de terrain qui ne prenaient aucun risque dans leur passe. On en a eu tellement plein depuis maintenant 7-8 ans. La passe, si tu la rates là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on touche en 6 mètres, on s'en fout. Donc il faut la tenter. Et c'est très bien ce qu'il fait. Elle est magnifique en rupture. Et elle est tellement bien faite avec l'effet rétro en rupture que justement le rebond, quand la balle tombe sur le sol, quand le ballon rebondit au sol plutôt, et ben justement il est freiné. Vous voyez que Lamine Yamal, il est dans la condition parfaite pour contrôler sereinement. C'est pas une balle qui est fuyante. Vous voyez Lamine Yamal qui est dans une position parfaite pour la contrôler de manière très facile. Il faut parler évidemment de l'appel de balle de Lamine Yamal en profondeur, du fait qu'il fait une protection de balle, j'en ai parlé hier dans le débriefing, qui est parfaite, un petit peu comme Haaland ce week-end. Ça c'est du vice, hein. Ça c'est ici là. Je mets mon corps en opposition. Au pire, si jamais le défenseur revient à la charge, et ben c'est lui qui fait faute. Mais là comme ça, et ben il peut pas la toucher, hein. Il est obligé de contourner Lamine Yamal, donc il perd du temps. C'est parfait. Il y en avait un autre joueur, un attaquant qui le faisait tellement bien, ça c'était monsieur Didier Drogba. Incroyable, il était juste injouable dans les duels aériens comme ça, où il devait jouer avec son corps, faire des feintes et tout, c'était juste un poison ultime. Ensuite, comme je disais, le contrôle, et là, voilà, le gaucher classique, hein. Tu sais que le gaucher va revenir sur le centre. Tu le sais très bien, mais tu sais pas quand. Et là, on a du coup le grand art, en fait. Le Lamine Yamal qui ne va pas dribbler, mais qui juste cherche l'espace, la fenêtre de tir parfaite pour pouvoir frapper du gauche après son petit crochet. C'est pas un crochet, c'est pas un dribble où tu élimines, mais c'est justement la précision technique, hein, de l'enchaînement, là, elle doit être parfaite. C'est un petit peu comme ce qu'il a fait face à Rabiot, là, en juin dernier, où pareil, il se crée un espace et le but de la frappe, c'est évidemment, c'est tout faire pour qu'elle ne soit pas contrée, en fait. Et avec le crochet qu'il fait, bah ça y est, trop tard. Le défenseur a un temps de retard et la fenêtre, elle est pile poil à ce niveau-là. Et il frappe en plus au premier poteau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est parfait, parce que s'il frappe enroulé, il y a des chances pour que le défenseur qui est placé là, qui vient couvrir une éventuelle passe pour Lewandowski. Si Lamine Yamal frappe deuxième poteau, il y a des chances pour qu'il la contre. Et là, il frappe premier poteau. Quand tu vois l'enchaînement, le toucher de balle, la protection de balle avant ça, et la frappe en plus limpide, à terre, placée plus qu'en force. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort. Encore une fois, on ne se rend pas compte, hein. Mais imaginez, hein, là, Ansu Fati, certes, il a le record de précocité du plus jeune buteur de l'histoire de la Serie A et tout. Mais là, imaginez dans 10-15 ans, quand on fera le bilan des, je sais pas moi, des 70 buts, imaginons, ou des 100 buts de Lamine Yamal en carrière en Ligue des Champions, on va commencer par celui-là. Alors j'imagine pas la suite. C'est pour ça que j'aurais aimé que Lamine Yamal termine la rencontre, hein, même si voilà, c'était compliqué à 2-1. Je persiste à le dire et je pense que j'en ferai une vidéo, que Hansi Flick va être l'entraîneur le plus important de la carrière de Lamine Yamal. Je le pense et c'est fort probable, hein. On en parlera plus tard de manière un peu plus longue et bien détaillée, parce que là on voit l'éclosion. On assiste nous à l'avènement d'un mec. Tous les matchs il progresse, tous les matchs il se passe quelque chose. C'est un signe. Et là, avec la confiance qu'il a, le rythme, comment l'équipe joue bien collectivement, l'enchaînement des matchs, les blessés, tout ce qui se passe autour de Lamine Yamal, et ben tout ce qui se passe en ce moment pour lui, dans sa carrière, ça va compter là. Les mois, les semaines de fin 2024 jusqu'à début 2025, voire plus, ça va être déterminant pour toute sa carrière. Je vous l'assure, donc c'est hyper important. On en reparlera évidemment prochainement. Je voulais quand même terminer là-dessus pour une note positive, évidemment son but, même si c'est pas grand-chose, hein, parce que voilà, défaite et 80 minutes où le Barça a subi, donc il n'y a pas d'analyse sur le jeu, sur la tactique et le contenu du match du Barça, parce que ça s'est résumé à savoir défendre le mieux possible. L'équipe l'a fait tant bien que mal, et à l'arrivée, c'est une défaite qui est juste hyper méritée et logique. Donc voilà les frères, rendez-vous ce week-end face à Villarreal, dimanche soir. J'espère que l'équipe se relèvera très vite, parce que c'est un sacré coup sur la tête des joueurs qui avaient très bien démarré la saison. Hansi Flick a dit aussi, j'ajoute une dernière chose, qu'il ne pensait pas que le Barça avait un problème
mental en Ligue des Champions dans la compétition. Ça, c'est bien qu'ils le disent et qu'ils pensent, qu'ils croient que c'est comme ça aujourd'hui, même si c'est pas forcément le cas, parce qu'on voit que le Barça en LDC, au lieu que le mode LDC s'active, comme le Real Madrid, on a un Barça qui justement régresse et perd du niveau en Ligue des Champions. Mais un Barça qui finit enfin un jour, j'espère de tout mon cœur, par se transcender en Ligue des Champions. Et bah ça doit venir avant tout et en grande partie grâce à l'entraîneur Hansi Flick qui a de l'expérience. Donc je suis confiant. On va continuer à le faire confiance à 1000% Hansi Flick et à le laisser travailler. Il sait de quoi il parle. La défaite arrive tout dans la saison. Heureusement, donc on va continuer à être patient. Moi, je suis pas inquiet, on va dire. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite et évidemment, bonne soirée à tous. N'oubliez pas de vous abonner et bon week-end.